Salut tout le monde. En ce moment, le grid trading fait beaucoup parler de lui et j'ai pas encore eu le temps de m'y atteler, mais j'aimerais profiter de cet épisode de la Krill Academy pour un peu challenger Luca, essayer de recréer ce système de grid trading sur Krill.io. À ce qui paraît, c'est méga efficace, donc c'est parti, on se rejoint avec lui. Salut Luca. C'est Terence. Depuis une semaine ou deux, je me balade sur des groupes, sur mes groupes crypto qui m'aident à évoluer dans le monde crypto, etc. Et même dans la presse, je vois de plus en plus la mention grid trading. Et on me dit que c'est la manière la plus efficace de gagner de l'argent pendant les ranges, parce qu'on sait très bien que pendant les ranges avec les cryptos, c'est difficile d'évaluer ce qui va se passer, bullish, bearish, etc. Tout à fait, ouais. Et du coup, on me parle de grid trading. Je me suis un peu renseigné sans plus, et du coup, je me dirige vers toi, puisque je sais que tu es expérimenté là-dedans. Et j'aimerais savoir si on peut l'utiliser sur Krill, et comment on fait, du coup, pour l'utiliser sur Krill. Ok, alors, du coup, pour tout le monde, tant qu'à faire, question de faire un petit rappel. En fait, le grid trading, le principe, c'est de pouvoir en fait trader à l'intérieur d'un range, de prendre les parties basses comme des parties d'achat, Ouais. et les parties hautes comme parties de vente. Et l'idée, c'est que quand un coin ne bouge pas, parce que généralement il a des petites oscillations, ce qui est intéressant, c'est d'acheter les points bas et revendre les points hauts de façon très rapide. Et pour éviter en fait de louper le coche, l'idée c'est de découper les achats en plein de petits niveaux à la baisse et plein de petits niveaux à la hausse pour pouvoir acheter plusieurs fois et revendre plusieurs fois lors des phases de descente et les phases de montée. Donc ça c'est en gros le concept. Est-ce qu'on peut le faire sur Krill? Alors oui, tout à fait, en fait on peut le faire sur Krill. L'intérêt de Krill justement c'est de pouvoir créer ses propres stratégies de trading, que ce soit des swings, du scalp ou là du coup du grid trading par exemple. C'est assez simple à faire. Ça demande un petit peu de prise en main, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est assez rapide. Du coup, pour faire une petite expérience, je te propose qu'on prenne un coin qui a rangé dernièrement. Il y avait le PIVX qui avait fait un range en août-septembre, qui a continué assez longtemps finalement après. Moi, j'avais commencé à m'y intéresser, je l'ai tradé justement. Alors, pas en grid trading pour le coup, je m'étais fait mes bornes basses et mes bornes hautes, et j'achetais et je vendais à l'intérieur du range. J'aurais pu le faire en grid trading, je pense que ça aurait peut-être même mieux fonctionné. Donc du coup, ça pourrait être intéressant qu'on expérimente pour voir ce que ça peut faire. Pas de souci. Donc là, typiquement, on se retrouve dans la configuration sur laquelle j'étais quand j'ai commencé à m'y intéresser, en tout cas personnellement. Donc là, on voit qu'on fluctuait dans les parties basses un petit peu plus haut que les 2000 sats, et on tapait les 4000 sats vraiment au maximum dans ce range-là de août et septembre. Oui, on voit quand même une grosse augmentation. Ouais, on est quasiment sur sur le coup, on est sur du gros range, mais le coin en fait est tombé beaucoup avant. Donc quand on regarde sur la courbe, sur le graphe total, on est vraiment en bas, en phase d'accumulation pour certains, ou en tout cas en phase de range. Il n'y a pas d'impulsion haussière qui lui a permis de sortir en tout cas de ce range-là. Donc il était très intéressant à trader. Alors, on va faire un petit exemple sur comment est-ce qu'on peut mettre en place du grid trading de façon déjà générale, puis ensuite sur Krill. Alors, si on regarde, on peut se tracer déjà une première zone qui est la zone en fait dans laquelle l'actif rebondit. Donc généralement, moi j'essaie de pas trop prendre les mèches hautes et pas trop prendre les mèches basses pour avoir vraiment une sorte de bande assez large. Donc là, on voit qu'on est aux alentours des 3005, 3006, et on tombe jusqu'au 2002. Une fois qu'on a défini, on va dire cette zone, on va l'élargir un petit peu pour avoir vraiment une bonne marge de manœuvre, parce qu'on ne sait pas comment le coin va se comporter ensuite. Il ne faut pas overfit le marché. Exactement. Et donc ensuite, on va faire un premier truc. C'est qu'on va tracer une sorte de médiane, donc un prix moyen. Alors je vous conseille de travailler en logarithmique quand vous faites du grid trading, parce qu'en fait ça permet d'avoir les mêmes espacements entre les pourcentages en haut et en bas du prix, tandis que si on reste en non logarithmique, on va avoir des 3%, ça sera plus petit, etc. Donc c'est pas très clair. Donc là on le voit bien en logarithmique. Donc voilà, moi je me mets un prix, on va dire à peu près médian à l'intérieur de ma zone, en me disant quand le prix va aller en bas, va dépasser
en dessous de ma ligne, je vais acheter, et quand il sera au-dessus, je vais plutôt vendre. Ok, d'accord. Donc voilà. Une sorte d'analyse de tendance dans un range. C'est ça. Très gros. Ouais. Donc voilà, là on a notre petit setup. Et donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre des paliers de prix d'achat et de vente. Donc ça, par exemple, c'est pareil sur TradingView. Moi, je vais me mettre envers mes zones d'achat. Donc je vais remettre par exemple une ici, une ici, une ici. Et puis évidemment à la sortie en bas. Et de la même façon pour la vente, je vais en mettre par exemple 4. Donc une ici. Mais toujours à intervalles à peu près. À peu près régulier, oui, oui. Une là et une ici. Voilà. Celle-là, elle est en verte. Donc voilà, là on a une sorte de setup de grid trading. On va se dire, bon, ben, quand je suis au-dessus, je vais plutôt vendre. Quand je suis en bas, je vais plutôt acheter. Okay, ouais. Alors après, on peut justement essayer de jouer un petit peu. Pour faire par exemple au démarrage de la stratégie, j'achète quand même un tout petit peu parce que je ne sais pas où est-ce que je suis exactement, je ne sais pas quelle est la tendance que va prendre le marché. Là par exemple, si on décide de rien faire et d'attendre vraiment une cassure sur un des paliers bas d'achat, en fait on va attendre quasiment un mois sans rien faire. Donc là une bonne idée ça aurait été de prendre un petit pourcentage au démarrage, le revendre au fur et à mesure ici, puis racheter ici, accumuler, puis pouvoir pour le futur rebondir, etc., etc. Ça dépend du plan de base. Exact. Donc voilà, bon, ça a été fait, là on l'a fait assez rapidement. Si on regarde sur ce qui s'est passé ensuite, là en fait on voit que ça fit quand même pas mal sur ce qu'on a fait en fait. Alors à part justement sur la fin où en fait on a cassé le range et là c'est parti, quoique ça rebondit sur notre partie haute. Mais si on voit que on aurait pu faire pas mal d'achats, ici pas mal de ventes, on serait repassé en achat ici, on aurait accumulé de la vente là. Ici on aurait eu des achats, vente, achat, vente, vente, vente. Donc au final, de façon assez simple là, sur une petite échéance de un peu moins ouais, on va dire 2 mois à la louche, on se rend compte qu'en fait on avait une stratégie qui était gagnante, enfin qui avait l'air en tout cas gagnante sur les mois suivants. Et donc comme je vous disais, moi j'ai joué justement à trader sur en fait ce niveau-là et ce niveau-là. Donc j'ai joué ces rebonds-là de façon assez large. Okay. Ça représente un peu plus de risques, des drawdowns un peu plus importants, mais voilà, en tout cas ça a bien marché. Et on aurait typiquement pu mettre en place ce genre de stratégie de grid trading. Ok, très bien. Juste, tu me parles d'acheter dans la zone verte, etc. Le palier, du coup, ça se passe comment? On achète petit à petit, toujours la même chose, ou alors on fait de plus en plus? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu fais une martingale, donc plus tu vas descendre en profondeur, plus tu vas investir de capital. Soit tu le fais en grade trading, on va dire un peu plus classique, où en fait on achète et on vend la même quantité de capital. Donc si mettons si je trade avec 100 €, à chaque fois que je vais dépasser un palier à la baisse, je vais acheter 25 €, 25 $, et ensuite dès que je monte, je vais vendre 25% de mes du token ou du coin que j'ai acheté. Donc voilà, ou alors on peut faire soit comme ça, soit se dire à chaque fois que je dépasse un palier, j'investis 2 fois plus. Le problème de la martingale, c'est que alors l'avantage et l'inconvénient, l'avantage de la martingale, c'est que plus on va descendre, plus on va essayer de racler on va dire le fond du prix et donc de repartir de façon beaucoup plus puissante à la hausse. Ça, c'est l'avantage. Deuxième avantage, c'est aussi que quand il va y avoir des baisses, on va avoir des drawdowns sur notre wallet moins importants. Parce qu'en fait, ça baisse, mais ça baisse avec des fonds qui étaient un peu moindres, et plus ça tombe, plus j'investis le marché. Par contre, le désavantage, c'est que quand on va se retrouver sur des petites fluctuations, on va trader avec beaucoup moins de capital, du coup. Et du coup, on va gagner moins. Des occasions. Voilà. On va gagner moins sur ces petits rebonds. Ici, on voit qu'on en aurait eu quand même pas mal. Ici, il y en avait un. Ici, là, pas mal. Ça dépend où est-ce qu'on mettait nos seuils, mais tu vois, si par hasard on avait fait un grid trading un peu plus serré, on aurait pu pas mal trader ces niveaux-là. Voire on aurait pu rajouter des paliers, donc ça dépend aussi, voilà, la façon de voir. On peut en mettre 4, on peut en mettre beaucoup plus, on peut en mettre 8 en bas, 8 en haut. Et avec Krill, l'avantage, c'est que justement, on fait ce qu'on veut, en fait. Et du coup, là, on aurait pu faire beaucoup plus de trades et gagner beaucoup plus. Donc voilà, ça c'était un petit peu qu'est-ce que le grid trading. Si tu veux, on peut essayer de mettre ça en place sur Krill et puis voir ce que ça carrément, sur ce coin-là. Oui, parfait.
Bon, bah, du coup, on se retrouve juste après pour voir ce que ça aurait donné. Les gars, alors on a fini la strat avec Lucas, on va essayer de vous présenter ça. Donc tu vas me présenter ça même encore. Tout à fait. Donc voilà, en gros, on a mis en place la petite stratégie qu'on avait définie juste avant. Alors les prix sont pas forcément exactement les mêmes parce que du coup on l'a refait depuis le début. Mais en gros, voilà la stratégie. Donc bon, c'est assez joli. C'est très très beau ça, ça me plaît. C'est assez joli. Visuellement, c'est parfait. Donc on a retracé notre bande sur les courbes de prix. Nous avons mis nos niveaux. Donc là, pour le coup, nous avons mis 4 niveaux d'achat. Donc on va faire 25%. Ensuite, 33% de ce qui reste. Donc c'est encore 25%. Puis ensuite, 50% de ce qui reste. Ce qui reste, ça représente encore 25%. Et à la fin, on va acheter ou vendre 100% du capital, qui était les 25% restants. Donc là, si on regarde sur l'écran, si je dépasse tel prix, donc là c'est 3000 sats, si je suis plus bas que les 3000 sats, je vais acheter 25% de mon capital. Puis ensuite, si le prix baisse de 4%, je rachète encore 33% de ce qui reste, donc encore 25%. Puis si ça rebaisse de 4%, je rachète encore 25 et encore 25. Et ces 4%, du coup, c'est les niveaux. Les 4%, voilà, c'est ça. Les 4%, on les voit ici et là. Ce sont chacune des nouvelles étapes. Alors du coup, vu qu'on est dans une Krill Academy, je te propose qu'on regarde un peu en détail la stratégie pour voir les petites subtilités qu'elle pourrait avoir. Donc là, en zoomant un peu, on la voit de façon un peu plus grosse. Donc la stratégie est composée de 2 branches. La première, ça va être si je dépasse le seuil d'achat, et l'autre, c'est si je dépasse mes seuils de vente. Donc en rouge, on va voir les prix en dessous de, donc du coup, ça va être la partie j'achète, et au-dessus, la partie je vends. Donc déjà, la première chose qu'on voit, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les pourcentages des achats et des ventes. Donc j'achète 25%, si je démarre avec $100 par exemple, $25, puis 33% de ce qui reste, il reste 75, donc ça fait bien $25, puis 50%, il reste 50, donc ça fait bien $25, et ensuite le 100% qui est les 100% de dollars restants. Ensuite, alors je n'ai pas mis dans cette stratégie les prix sur la suite, les prix en chiffres, mais je les ai mis en pourcentage. Alors pourquoi ? Simplement parce que cette stratégie, une fois que la Krill Academy sera disponible, nous la mettrons sur le marketplace. On fera d'ailleurs toutes les stratégies qu'on développera lors de la Krill Academy seront disponibles sur le marketplace gratuitement en open source pour que vous puissiez les utiliser, les récupérer, les modifier, les retravailler, etc. Et donc c'est pour la rendre plus, on va dire, générique, parce qu'il suffira du coup, lorsque vous auriez identifié un coin avec un range, c'était juste votre prix de départ, votre prix d'arrivée, le pourcentage d'espacement, et le lancer, et ça sera déjà prêt, ça sera déjà fonctionnel. Et si vous voulez rajouter des niveaux, il suffit de rajouter les blocs or, sel, et puis les connecter ensemble. La deuxième chose qui est intéressante sur cette stratégie, donc, c'est que à chaque fois qu'on va vendre, on va arriver dans un A, ou vendre ou acheter, on va arriver dans un OU. Et là, on va avoir 2 solutions. Soit je continue à monter et je tape mes échelons suivants, donc c'est pour ça qu'on a là, typiquement le 4% down, donc je vais acheter 4% moins cher parce que je tape mon pilier d'après, mon seuil d'après. Ou alors, je reviens dans ma partie haute, et dans ce cas, je continue à faire la suite, qui est la suite de vente et pas d'achat cette fois-ci. Donc c'est pour ça que chaque fois, les ors sont connectés soit à mon étape de vente d'après, soit au changement de phase dans ma stratégie de grid trading. Une petite chose intéressante aussi, pour ceux qui ne le savent pas, si on appuie sur F, on peut récupérer en fait les failovers des blocs d'achat et de vente. Donc là c'est pareil, quand on est sur un bloc d'achat ou de vente, on peut choisir dans Settings avancés comment va se comporter le bloc s'il n'arrive pas à tout vendre. Donc généralement les blocs sont mis en till completed, ça veut dire que tant que l'ordre n'est pas passé à 100%, j'attends. On peut le mettre en timeout et en lui disant par exemple, si au bout, là en l'occurrence, c'est si au bout de 600 minutes tu n'as pas réussi à vendre ou pas réussi à acheter, reviens à l'étape d'avant. Et donc ça se fait avec le bloc ID, il suffit de cliquer ici, choisir le bloc sur lequel on veut aller, et donc l'ID va se mettre automatiquement, on fait OK. Ce qui fait que si mon achat ici ne se passe pas, parce que c'est un achat limite et pas market, donc on ne sait pas s'il va passer, s'il ne passe pas, automatiquement, au bout de 600 minutes, la stratégie va retourner au or pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça permettra d'éviter en fait de louper des retournements et des ventes si on est toujours bloqué dans un ordre qui n'est pas passé. Mais du coup, pour ce failover, etc.,
Est-ce que si mon ordre, par exemple, a été acheté à 60%, comment ça va se comporter du coup? Alors, si l'ordre est acheté en partie et pas tout, on va passer à la suite. D'accord. Voilà, et donc ensuite, comme je vous le disais, on va petit à petit aller de plus en plus en profondeur en gardant toujours la possibilité d'un retournement sur la partie haute ou la partie basse. Donc, on avait fait notre étude sur fin août, enfin même sur quasiment tout août et septembre. Donc là, je vous propose qu'on la lance depuis le 2 octobre jusqu'à maintenant pour voir qu'est-ce que cette stratégie aurait fait. Oh ouais, quand même! Ouais, c'est plutôt sympathique. Oui, Ouais, ben, comme quoi, 53% en plus du buy and hold, pas c'est mal. ça. Pas Donc mal. là, on a fait 90% de gains en BTC, du coup, donc c'est plutôt sympa. Et donc là, on voit bien la stratégie, comment est-ce qu'elle a travaillé. C'est ça aussi qui est assez intéressant dans le grid trading pour le coup, c'est que on maîtrise assez bien le comportement de la stratégie, on sait ce qu'elle va faire exactement. Et là, on voit bien les achats en bas et les ventes en haut, c'est plutôt J'aime sympa. beaucoup la position des selles qui sont Ouais, très... les selles sont plutôt cool, ouais, c'est effectivement. très- c'est magnifique. Donc voilà, donc là ensemble on a mis en place une strat de grid trading. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? On voit ici qu'elle a acheté sur ces niveaux-là, elle a racheté ici, elle a racheté là, là et là. Elle a revendu dès qu'on est passé de l'autre côté, plusieurs fois ici, plusieurs fois là, ici, là. Donc quand il y a 3 sells sur une seule candle, c'est qu'en fait elle a sorti chaque fois les trois, elle a tapé les 3 niveaux. C'est ça que j'allais dire justement, c'est... Si, imaginons je l'avais fait à la main, j'aurais peut-être pas pu saisir les 4% 3 fois de suite. Disons que celle-là, c'était le 8 décembre à 5h du mat. À mon avis, tu dormais Ouais, voilà, le 8 décembre à 5h du mat. Impossible. Ou alors tu faisais la bringue. Mais voilà, typiquement, clairement c'est impossible. Ouais. Là, ça fonctionne vraiment pas mal. Et du coup, si on lance l'outil d'analyse, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte en termes de risque, de maîtrise de la stratégie, alors on voit que c'est plutôt pas mal. Finalement, si on se met sur du journalier par exemple, on voit qu'on a un drawdown qui est inférieur à 20%, ce qui en crypto est plutôt pas trop mal. Hein. C'est difficile d'avoir moins sur une stratégie généralement. Enfin, on peut descendre à moins de 10, mais c'est... Et puis surtout, on a vu le PIVX quand même, Oui. Il est du genre à faire beaucoup de pump voilà. Là, on est sur le range, et le range il fait 100%. Donc avoir un drawdown de 19, c'est pas trop grave. On voit que c'est plutôt sympa parce qu'on a un win ratio de 1,1, on a un ratio gain-risque on a un ratio gain-risque par jour de 1,7. Enfin, on risque 1 par jour et pour gagner 1,7 par jour. Par jour, c'est vraiment ce qui est pas mal. Si on regarde par mois, c'est du ratio 1 pour 3 quasiment. Donc c'est plutôt cool. Clairement excellent. On voit ici que le premier mois on a perdu, mais en réalité en fait c'est pas vraiment une perte, c'est une accumulation, donc c'est normal finalement. C'est normal, on accumule sur la baisse du PIVX pour pouvoir la revendre en haut, et on voit qu'en fait on a perdu entre guillemets 5% pour pouvoir derrière aller gratter du gros 40%. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est plutôt cool. Si on se remet sur la semaine par exemple, on a 16 semaines gagnantes pour 7 semaines perdantes. Un gain moyen de 5% par semaine pour une perte moyenne de moins 1,8. Donc ça c'est plutôt cool. Un risque de ruine qui est extrêmement faible. Donc ça c'est aussi très important en fait lors de la création de stratégie. C'est se dire que sur une semaine on a 0,13% de chance de perdre 10% du capital. Ce qui est vraiment chouette. Et sur 30, sur un mois c'est encore, ça reste... Par mois on a moins de 3% de chance de perdre 10% du capital. Sur une stratégie qui va nous en rapporter quasiment, là on est sur combien? On est sur 30 jours, nombre de périodes 6 mois. Non, pas 6 mois. 6 mois, c'est ça. 6 mois c'était Ouais, pas mal. Hein. Ah oui, effectivement. Pas mal. Donc sur 6 mois, on fait du 90%. Donc, c'est plutôt chouette. Les sortino et les sharps sont plutôt bons. Donc pour rappel, c'est des indicateurs qui vous permettent de mesurer la qualité de votre stratégie comparée à un placement sans risque. Et là, pour le coup, les ratios de Sortino et de Sharp qui sont utilisés sur la plateforme sont ceux basés sur le bon au trésor. Donc, c'est un rendement de 4% annuel. Donc, c'est des très bons ratios de Sharp sur déjà des rendements qui sont pas mal. Un expected ratio de 3% par semaine, donc c'est plutôt chouette. Du coup, ouais. Par contre, j'ai remarqué un truc, du coup, par rapport à l'épisode
2 ou l'épisode 1 même de l'outil d'analyse, je vois il y a un nouveau bloc, on va dire, le bloc Drawdown. Tout à fait. Et il y a des nouvelles informations dedans, du coup, si tu pouvais juste me faire un petit point là-dessus pour que je comprenne. Donc le drawdown, la dernière fois on l'avait vu, c'était juste le max drawdown, on avait juste ça, qui nous donnait en fait, voilà, au pire des cas, la stratégie perd X%. Donc là, au pire des cas, la stratégie a perdu 19% de notre capital. Donc c'est le capital que on avait même, enfin on a pu gagner. Ce qui veut dire, par exemple, si on regarde sur la wallet composition, sur le BTC Wallet Evolution, ici on avait déjà gagné, ça a baissé pour repartir à la hausse. Donc les 19%, c'est pas les 19% forcément sur mon capital en réel, c'est le plus haut que j'ai eu jusqu'au plus bas avant que ça remonte. Donc ça on l'avait, on avait même du coup les dates de début et de fin de ce max drawdown là. Ce qu'on a rajouté comme premier indicateur, c'est le recovery. Okay. Ça c'est important, c'est de se dire ok, on a perdu 19%, en combien de temps on les récupère? Plus le recovery sera rapide, plus la stratégie sera du coup, on va dire, solide, parce qu'elle permettra en fait de rapidement rattraper ses pertes. Oui. Et ensuite, on a rajouté du coup deux nouveaux indicateurs qui sont l'average drawdown, c'est les pertes moyennes qui ont été constatées, incluant le max drawdown, sur la période, et ensuite le temps moyen qu'on va mettre pour récupérer ces pertes. Donc là, par exemple, je pense que dans notre cas à nous, on a eu une grosse perte avec 24 jours pour la récupérer, et ensuite on a dû avoir plusieurs de toutes petites pertes, qu'on a mis à peu près pareil, une vingtaine de jours à retaper, voire moins, et du coup, les moyennes donnent ça. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que finalement, sur 6 mois, en moins de 25 jours, la stratégie avait rattrapé les éventuelles pertes qu'elle avait générées. En sachant que voilà, elle a quand même fait du quasiment 100%. Sachant que ce sont des pertes qu'on avait prévues, entre guillemets, puisqu'on a choisi d'accumuler à la baisse. Exactement, c'est des pertes maîtrisées, c'est ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut faire du grid trading sur Krill. On peut même rajouter encore plus de niveaux si on veut encore plus protéger son capital ou trader de façon encore plus agressive. Faites attention cependant à pas avoir un niveau trop faible qui fait qu'avec les frais de la plateforme on aurait des gains qui seraient ridicules. Mais là par exemple je pense qu'au lieu de 4 on pourrait très bien partir sur du 6 ou du 8. On pourrait peut-être encore gratter. Mais voilà, en tout cas ça vous donne déjà une première vision de ce qu'est le grid trading, comment le mettre en place sur Krill. Vous aurez la stratégie en open source qui sera disponible quand sortira la Krill Academy. Et puis voilà. Est-ce que ça te satisfait? Je n'ai aucune autre question. Ok, parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi. Je vais utiliser celle-là même pour faire mon espèce de template, on va dire. Et j'ai hâte que vous aussi vous l'utilisiez, mine de rien. Puis du coup, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires dans l'espace de commentaires. Petit pouce bleu. N'hésitez surtout pas à poser des questions, à nous proposer des challenges aussi, parce que la Krill Academy, le but c'est ça. Je comprends pas bien ce bloc, j'aimerais bien que vous fassiez tel ou tel test, etc. Tel coin, tel... voilà. Ouais, parce que c'est justement avec vous en fait qu'on veut mener ce projet-là de Krill Academy. Et puis écoutez, merci à tous. Merci à vous. On se donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao.